Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons à Goma. Goma est une région de la RDC. Goma est dans le sud Kivu. Goma est à la frontière de, du Rwanda. Et il faut d'abord reconnaître que la République démocratique du Congo est un phénomène territorial et de plus de 2 345 000 kilomètres carrés. Elle partage des frontières avec la Centrafrique au nord, et- et au nord-ouest, le Soudan du Sud au nord-est, et à l'est, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Donc quatre pays et à l'est. Et au sud, la Zambie et l'Angola. Et, à l'ouest, le Congo, la République du Congo et, et, le, et la République du Congo. Voilà, et en somme, Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. il faut dire que le Congo, la République démocratique du Congo partage des frontières avec la Centrafrique, le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, l'Angola et la République du Congo, donc Congo-Brazzaville. Les grandes villes que nous connaissons, la capitale Kinshasa, nous connaissons le grand Kivu, le Kivu Nord, Kivu Sud. Là, c'est la région de Goma, et c'est à l'est, et frontière avec le Rwanda, le Burundi et l'Angola. Ça, c'est le Kivu. Et nous avons aussi la région au sud, avec la Zambie. Nous avons Lubumbashi. Nous avons avec l'Angola le Kolos Wezi, le Katanga dans le sud avec et l'Angola. Et Kinshasa avec à l'est, à l'ouest avec la République du Congo. Et, Centrafrique au nord, nous avons des villes comme Bassankousou, Lisala, nous avons le Banda, le Djemena, le, et, et aussi nous avons Kisangani est un peu au centre, au nord, au centre, pas dans pas très loin en bordure du fleuve Congo. Il faut dire que le fleuve Congo quitte le sud depuis Lubumbashi, très proche de Lubumbashi, dans le Katanga, et continue jusqu'au nord et retombe sur et Congo avec Mbandaka. Voilà un pays très grand en superficie, 2 millions, comme je l'ai dit, 2 345 000, plus de 2 345 000 kilomètres carrés. Donc, ça fait déjà le Niger et le Mali ensemble, pratiquement. Les plaines non soignées qui se sont infectées, comme on dit, c'est la crise, c'est l'explication que certains donnent à la crise de Goma. Il faut comprendre également que cette crise a des origines historiques, politiques et, et qui datent également de la période précoloniale
et après et coloniale. Et ensuite, l'indépendance obtenue en 1962. Cette indépendance qui avait été octroyée par la Belgique. Alors, le mouvement 23, M23 est né, il faut d'abord souligner cette partie, à la suite d'une mutinerie qui eut lieu avec dans le Kivu, et les forces de défense congolaises qui réclamaient un certain nombre de droits. Il faut dire qu'après le génocide, les Hutus, il y a plusieurs communautés Hutus qui se sont retrouvées derrière les frontières sur le territoire congolais. Et même dans le Kivu, de part et d'autre de ces pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, les Hutus, les Tutsis sont visibles dans tous ces pays, dans ces pays. Et suite à ces génocides, plusieurs communautés Hutus se sont retrouvées, c'est les génocidaires. Il faut aussi rappeler que cette génocide était euh, marque a marqué ses débuts en ce temps où le président Abiyarimana, l'avion du président Abiyarimana avait été touché par un missile qui l'a détruit complètement. Donc il a, il a donc perdu, il a été assassiné à travers cette opération qui a été euh, a été conduit selon les sources, certaines sources, par le mouvement Tutsi qui était en Ouganda. Donc, alors, certains sources disposent d'autres informations, mais il faut savoir que le début de cette génocide était parti depuis l'assassinat du président Abiyarimana et qui était au pouvoir après le retour d'un voyage. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Le M23, né à la suite de cette mutinerie en 2001, le 23 mars 2009, et a disposé d'un certain nombre de recommandations, de droits qui devraient être accordés aux soldats qui n'avaient pas été respectés par les autorités de Kinshasa. Alors que la mutinerie a repris avec avec la formation en 2012 du mouvement 23. Donc 23, M23 pour signifier l'accord de 23 mars. Il faut dire que le, le premier responsable qui a conduit ce mouvement est un Tutsi né en Zambie. Et il est congolais, et il est natif de la Zambie. Il est né le 25 décembre 1973. Son nom, Sultani Makenga. Et c'est de lui que ce mouvement a pris une véritable force et la ligne ou la feuille de route était de forcer le gouvernement central de Kinshasa à leur accorder plus d'attention. Ces mouvements conduits par un Tutsi bénéficient donc d'une meilleure attention de Kigali, puisque Kigali est à sa tête de Paul Kagame, Paul Kagame qui est un Tutsi. Paul Kagame est né le 23 octobre 1957 sur la colline de Naraturu, commune de Tamboué, province du Sud. Donc, il est Tutsi. Et les Tutsis sont
sont minoritaires avant le génocide. Il y avait des tensions entre les groupes Hutus et les Tutsis qui étaient considérés comme des nomades, des étrangers, malgré leur présence pendant des décennies. Et alors, le groupe Hutu avait beaucoup d'influence à l'époque, juste après, avant et après l'indépendance de 1962. Et ces déchirements, ces, cette discrimination prenait des proportions inquiétantes, et ce qui a amené certains groupes rebelles à se constituer de part et d'autre de cette frontière. Au cours du génocide qui a eu lieu de, depuis le 17 avril au 19 juillet 1994, à la suite de ces génocides, on a dénombré plus de 800 000 Tutsis et assassinés et, et 200, plus de 200 modérés Hutus. Donc les Hutus qui sont du côté des Tutsis sont aussi considérés comme des ennemis. Donc ils ont aussi été massacrés. Donc, on dénombre au total plus d'1 million donc de vies, de victimes suite à ce génocide. Les génocidaires, plusieurs, sont évaporés. Certains ont été rattrapés, mais la tension a fait en sorte que les Hutus n'avaient plus la tranquillité de s'installer, ils se sont repartis, se sont eh, dispersés à travers les frontières. Certains se sont retrouvés derrière les frontières en Ouganda, d'autres en Burundi, d'autres en la RDC. Le groupe de M23 qui bénéficie de l'attention du gouvernement de Kigali, de Paul Kagame et Tutsi, alors avait une influence assez robuste. Et il faut aussi constater également d'abord que les Tutsis, d'après ce que nous avons pu collecter avec les informations, en contactant les Congolais d'origine qui connaissent bien ces réalités, les Tutsis sont des groupes beaucoup plus organisés et qui intéressent beaucoup l'Occident. Et ils organisent bien une société beaucoup plus développée. Ils rêvent d'une société moderne. Et il faut voir ce que depuis comment Paul Kagame a changé le Rwanda. Le Rwanda, quand vous allez à Kigali, vous verrez, il y a l'attrait, la beauté de cette ville. C'est des gens qui sont attachés à des valeurs très cultivés et qui s'organisent et qui gardent une certaine fidélité en matière de relations, en matière de contrat. Et ceci avait donc été beaucoup a intéressé les réseaux internationaux pour les traitements des minéraux, des matières premières, les ressources minières qui sont sur le territoire congolais. Et alors, ces groupes et ces milieux de Kigali, ces milieux Hutu et Tutsi, intéressent beaucoup. Les entreprises Tutsi intéressent beaucoup ces milieux. Et c'est pourquoi on verra que plusieurs entreprises étrangères se sont installées à Kigali. Dire que le Grand Congo, une vaste superficie avec avec une population qui dépasse les 90 millions et qui fait face à un petit pays comme le Rwanda, dire que le Rwanda peut le tenir en respect, et ça peut paraître paradoxal, mais c'est une question d'organisation et c'est une question d'influence, c'est une question de confiance. La corruption a rongé le milieu sécuritaire. L'armée congolaise, depuis, est remplie des officiers
qui sont corrompus jusqu'à la barbe, et les équipements militaires qui devraient être l'approvisionnement en matière d'équipement pour l'armée, et subit d'énormes corruptions et dilapidations, détournements. C'est ces mots qui qualifient cette armée remplie d'officiers qui ont peu de soldats qui s'attachent aux valeurs. Alors, ce grand pays, avec toutes ces ressources minières dont on en fait beaucoup l'éloge partout dans le monde, a du mal à équiper son armée. Et avec tous ces moyens, ce pays pourrait avoir les moyens de sécuriser ses frontières. Mais malheureusement, c'était pas le cas, puisque la corruption a pris le dessus sur leur le fonctionnement. L'administration est gangrénée par plusieurs autorités qui se donnent beaucoup plus de moyens et d'aisance à détourner, à créer. Il faut même voir au niveau de leur, de la douane, les taxes sont élevées jusqu'à 65% pour les gens qui vivent dans la diaspora pour amener les équipements à l'intérieur. Donc, tout ceci donne donc lieu à des voies de corruption. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Donc, les recettes douanières sont pratiquement insignifiantes, puisque c'est difficile de payer tous ces taxes et droits sont difficiles à honorer. Et dans l'administration également, il y a le népotisme, la gabegie, il y a tellement de choses, de facteurs qui affaiblissent le fonctionnement de l'administration. Tu sais que dit, fils aujourd'hui au pouvoir, il faut aussi retourner dans les élections pour voir, selon les observateurs, c'est un simulacre d'élection qui a eu lieu et qui a porté ce dernier au pouvoir. Alors, tout est à refaire, comme dit un jeune Gabonais. Ce pays a de sérieux problèmes. Goma devient donc un dossier lourd, difficile à traiter. Une solution militaire n'est donc pas envisageable, n'est pas la meilleure pour résoudre ce dossier Goma. Et des gens pensent que c'est plutôt Kigali qui a beaucoup plus le penchant pour les ressources du Congo, mais c'est loin de là, c'est plus que cela. D'autres facteurs jouent dans ce dossier. Les officiers congolais qui fuient à l'arrivée du groupe 1-23, mal équipés, ils se sont retirés, ils ont laissé derrière, après le discours du président Tshisekedi, il avait menacé de frapper dur, il peut même porter la guerre loin de la terre. Et donc les gens s'attendaient à le voir se battre jusqu'au dernier souffle, alors que les- l'armée était mal équipée. C'était simplement de la rigolade, et le groupe M23 eu de facilité à rentrer, à pénétrer sur le territoire et maîtriser les points stratégiques. Voilà la crise de Goma, ce qu'on peut retenir dans cette émission Opinion, et avec les petites recherches que nous avons pu faire, nous avons pu découvrir quelques aspects des problèmes que rencontre la République démocratique du Congo dans ce dossier de Goma, une ville située à la frontière de Rwanda. Et il faut donc aussi comprendre que
Et le problème, la crise a aussi des, des sources historiques, des sources liées au génocide et de la période précoloniale, coloniale, etc. Et la montée en force de ce groupe organisé, les Tutsis, qui ont, ont droit que, qu'on ont la seule solution, que dont la seule solution est de s'organiser pour avoir plus d'influence, puisqu'ils étaient à l'époque marginalisés, les Hutus très mal organisés, qui avaient commis le, le, le grave crime de conduit génocide sur cette population Tutsi. Voilà les facteurs qui jouent contre ce dossier de Goma, et une solution militaire n'est pas envisageable, et tout ça sera décidé par la communauté internationale. Le Congo ne fait pas confiance. Le Rwanda est un pays très organisé qui respecte les accords, qui travaille avec beaucoup avec beaucoup de fidélité au contrat signé, coopération, relations, et c'est un pays bien organisé, une communauté très organisée, puisque les Tutsis sont véritablement des, des gens très organisés. Voilà ce qu'on peut retenir de ce dossier Goma qui fait l'actualité ces derniers temps. Et donc Goma, et dans le sud Kivu. Pour vous, mesdames et messieurs, je suis au micro, Gabin Conrad. À très bientôt. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.